Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, là, je voulais vraiment rentrer donc, à l'intérieur de la courbe de rendement, puis passer par toutes les étapes, puis tous les points là, au niveau de la courbe de taux d'intérêt. Je vais principalement là, baser la présentation sur la courbe de taux d'intérêt là, aux États-Unis, puisque c'est la courbe qui est la plus suivie, puis qui va se répercuter là, sur les autres marchés dans le monde. Donc, on va passer par le court terme, le centre de la courbe qui est relié à l'inflation, bon, les prêts fixes puis tout ça, puis on va finir par le bout, donc long de la courbe de taux d'intérêt qui va refléter la confiance finalement un petit peu plus à long terme au niveau du système central, puis au niveau des banques centrales, des décisions qui sont prises, puis du côté là aussi là, fiscal, puis tout ce qui est relié là, finalement là, aux obligations à long terme. Donc, je vais commencer par la partie au niveau du court terme. Donc, pour ce qui est du court terme, on a tout ce qui est lié aux politiques monétaires. Donc, évidemment, la Fed va aller baisser, monter les taux d'intérêt, mettre le régime sur pause. Puis, ça va venir affecter le crédit, tout ce qui est du FX, donc des taux de change à travers le monde. Comme on va le voir un petit peu plus tard là, dans la présentation, le taux à court terme va venir mettre la pression à la hausse ou à la baisse sur une devise, étant donné que le flux de capital va se déplacer dans le monde, puis va aller justement là, essayer d'aller chercher le meilleur rendement au niveau obligataire dans les différentes là, régions du monde qui sont développées au niveau financier. Puis le court terme, bien évidemment, va venir affecter un petit peu plus les small caps, puisque c'est sur ce taux-là que le taux d'actualisation là, va se baser un petit peu plus à court terme. On va passer par le centre aussi, donc les anticipations là, d'inflation. Je vais reparler du taux réel, évidemment, là, des prêts qui viennent avec ça, parce que je veux mettre là, de plus en plus d'exemples dans la vie concrète dans mes présentations, juste pour que les gens puissent justement comprendre à quoi ça peut servir, même si bon, on n'est pas là, nécessairement là, trop actif sur les marchés financiers, on ne trade pas nécessairement. Ça peut être utile là, à la majorité du monde, d'ailleurs. C'est des concepts qui vont être utiles pour n'importe qui là, qui détient des dollars dans son compte. Même si on n'a pas nécessairement là, d'investissement, puis on n'est pas actif de ce côté-là. Si vous êtes une personne qui détient des dollars dans son compte, qui ne les dépense pas, qui a finalement ces dollars-là peut-être dans un compte d'épargne qui fait un petit peu de rendement, ben ça vous concerne aussi parce que la valeur en soi là, des dollars que vous détenez va être affectée par tous les concepts qu'on va parler aujourd'hui. Puis c'est la même chose au niveau des prêts, par exemple, là, autant là, au niveau des particuliers que les entreprises. Donc c'est ça, je vais essayer là, vraiment là, d'inclure de plus en plus d'exemples pour qu'on puisse justement là, commencer à faire des liens vers la vie un petit peu plus réelle, si on veut, là, versus on va dire le papier, puis tout ce qui est là, des valeurs boursières. Puis, bien évidemment, je finirai avec le boulon au niveau de la courbe de taux d'intérêt, qui est plus là, un indicateur, comme je disais là, tout à l'heure, euh, au niveau fiscal, puis la pertinence là, par rapport à ça. Puis il y a aussi là, un petit peu là, du côté là, de l'inflation, surtout au niveau du centre, puis du boulon de la courbe. Puis c'est important là, de comprendre que chaque point de la courbe va se refléter, là, comme je disais, dans le monde réel. Donc, un petit peu plus pour, on va dire, le commun des mortels, pas nécessairement là, quelqu'un qui est actif sur les marchés financiers. Mais ça va avoir un impact là, à tous les jours, même si on s'en rend pas nécessairement compte là, avec le temps. Ces concepts-là vont venir affecter là, la majorité, là, même probablement là, tout le monde là, à travers le monde de ce côté-là, au niveau des taux d'intérêt, qui est le point central finalement là, économique dans le système là, justement l'économique là, moderne. Donc on va regarder justement la forme, le niveau, puis la direction qui
vont finalement, là, si on veut, nous raconter une histoire qui peut être différente. Puis même si, bon, je présente là, certains concepts là, aujourd'hui, vous allez voir que des fois, certaines corrélations ou indicateurs qui ont été peut-être bons dans le passé ne seront pas nécessairement bons dans le futur. C'est pour ça que c'est important là, de comprendre justement de façon globale comment que ça fonctionne, que ça bouge, mais de jamais prendre pour acquis que ça va recréer les scénarios qu'on a vus dans le passé. Parce que, évidemment, ben, le système économique dans lequel on est aujourd'hui, c'est adapté. On n'est plus nécessairement dans les mêmes régimes qu'on avait à l'époque. Donc, ça va être super important là, de rester focus, puis de toujours se poser des questions, revenir à la source, voir qu'est-ce qui aurait pu justement changer. Bref, c'est sûr que ça vient aussi là, avec un petit peu l'expérience. Mais juste garder ça là, comme un petit peu là, en arrière-pensée, qu'il ne faut jamais là, se former une idée sur ce qui s'était passé là, dans une autre époque là, de ce côté-là. Donc le court terme, on a vraiment là, le point d'ancrage, donc qui est le taux directeur. Donc la Fed ou les autres banques centrales à travers le monde vont venir décider du taux directeur selon le régime là, dans lequel on se trouve. Bon, est-ce que l'économie va bien? On laisse les taux tels quels parce que la croissance continue d'augmenter là, tranquillement. Est-ce que justement peut-être la croissance commence à monter trop rapidement, ce qui commence à créer de l'inflation? Puis là, on penche de l'autre côté où la Fed voudrait peut-être commencer à augmenter les taux d'intérêt. Ou bien la croissance ralentit peut-être rapidement. Puis là, ben, c'est le temps, on va dire, pour la Fed d'aller baisser les taux pour stimuler l'économie. Puis quand je dis la Fed, bon, je parle de toutes les autres aussi, la Banque centrale, c'est le même principe. Puis chaque, justement, là, économie où on a finalement là, une banque centrale qui est liée directement au pays ou indirectement, là, quand je pense peut-être là, à la zone européenne, va avoir sa propre courbe d'intérêt, puis on peut les suivre là, autant au Canada, aux États-Unis, en Europe, par exemple en Allemagne, puis toutes les autres économies là, à travers le monde. Évidemment, les politiques monétaires à court terme puis à plus long terme ne seront pas nécessairement pareilles partout dans le monde, donc c'est important de comprendre justement sur quoi les décisions sont basées. Puis si on pense aux États-Unis, bien évidemment, l'objectif pour la Fed, c'est d'avoir une inflation stable autour justement du 2% de moyenne, puis un marché de l'emploi qui reste là, relativement en santé. Donc c'est le challenge là, que la Fed a, puis qui va affecter les décisions sur le taux à court terme, puis le taux directeur. Donc, un point là, que je veux aborder aussi, c'est que le taux directeur, bien évidemment, c'est le seul point sur la courbe de taux d'intérêt qui peut être contrôlé de la part de la Réserve fédérale américaine. Puis, ça va passer par les contrats, donc SOFR Future, qui justement là, fonctionnent en anticipation. Donc, au niveau de ces contrats-là, comme j'ai déjà présenté dans des vidéos là, antérieures, vont venir là, nous montrer, si on veut, visuellement, par exemple, d'ici, bon, on va dire décembre 2026, où est-ce que le taux directeur pourrait se trouver selon justement là, les données qui sont sorties sur, par exemple, l'inflation ou le taux de chômage. Puis ça, ben justement, ça va venir créer au niveau de la Fed les décisions des politiques monétaires. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut suivre justement ces contrats-là pour avoir une meilleure idée en temps réel avant même que la Fed vienne prendre ses décisions. Puis d'ailleurs, ça me fait un petit peu rire, là, des fois, il y en a qui pensent que, bon, arriver là, la journée où on a une décision de la part de la Fed ou de la Banque du Canada, ne savent pas trop si justement la décision, ça va être une hausse, une baisse, ou il n'y aura pas nécessairement là, de mouvement de ce côté-là. Ben, les contrats au niveau SOFR ou je pense ça du côté canadien, là, les contrats là, CRA,
vont déjà anticiper là, la décision pour cette journée-là, puis ça se trompe jamais. Si jamais, bon, j'ai jamais vu ça nécessairement, là, si jamais ça se trompait, ben là, il y aurait une énorme réaction, puis on aurait nécessairement là, probablement plus de problèmes. Mais bref, ces contrats-là vont toujours le pricer parce que c'est les anticipations du marché. Donc, ils vont pricer le taux, puis les décisions qui vont se faire là, graduellement à travers le temps. Fait que, comme je disais, ça fait bouger la courbe avant même que la décision soit annoncée là, à ce moment-là. Donc, c'est pas important de suivre ces contrats-là qui vont marcher aussi en anticipation du coût du crédit à court terme, des taux de change qui sont une fonction finalement là, des différences de politique monétaire, donc du taux directeur. Si l'Europe décide d'augmenter ses taux d'intérêt plus rapidement que les Américains, bien évidemment, l'euro va devenir un petit peu plus attrayant pour les investisseurs parce que le taux d'intérêt va être plus élevé. Pour garder ça simple, donc les divergences vont venir faire bouger les taux de change. Puis les décisions qui vont se faire évidemment à court terme vont venir affecter le reste de la courbe de rendement. Si par exemple à court terme on aurait peut-être une erreur de la part de la Fed ou un petit retard, par exemple je pense en 2020-2021 où la Fed avait été un petit peu en retard là, avant de commencer à augmenter les taux, l'inflation avait monté assez rapidement après ça. Ben, ça va se refléter sur le reste de la courbe, puis peut-être que justement dans le 5 ans, le 10 ans, le 20 ans, par exemple le 30 ans, ben, on va voir cette erreur-là justement là, être anticipée par le marché obligataire. Donc tout ça part vraiment là, de la politique monétaire, puis les décisions par rapport au taux directeur. Donc le capital va venir devancer les décisions. Puis, comme je disais, là, le dollar peut aller se renforcer ou diminuer là, face à l'euro avant même que justement là, la Fed ait bougé ou bien la Banque là, centrale européenne. Donc, comme je disais, c'est vraiment là, une chaîne de transmission. Donc, on a la politique monétaire. Est-ce qu'on va faire des hausses, pauses ou des baisses? Les SOFR marchent en anticipation. Ils vont bouger avant la décision. Évidemment, le capital, à travers les différents marchés, va venir s'adapter à ces anticipations-là là, en temps réel. Puis ça va avoir un impact, évidemment, sur n'importe qui transige les marchés ou qui veut, par exemple, contracter des prêts, comme je disais là, tout à l'heure, prêts personnels, hypothécaires, les taux de change, puis les différents actifs. Donc, évidemment, si le taux à court terme vient à baisser, ça va probablement faire baisser là, les autres taux à travers la courbe de taux d'intérêt. Puis, le capital va être poussé automatiquement là, vers des actifs là, un petit peu plus risqués où justement leurs cash flows sont répartis plus dans le futur où les entreprises n'ont pas nécessairement là, de cash flow là, actuellement. Où justement là, leur valeur est basée sur ces cash flows futurs-là. Donc, si on reprend le concept là, de l'argent, là, la valeur de l'argent dans le temps, plus que le taux d'intérêt est bas, bien évidemment, plus que la valeur actuelle va être élevée au niveau des capitalisations là, boursières. Donc, d'un point de vue là, de prêt, finalement, ils vont, au niveau, par exemple, personnel, au niveau immobilier, les banques vont venir ajuster justement ces taux-là, même avant que l'annonce soit faite. Si vous avez déjà eu là, à renouveler un prêt là, avec votre conseiller, votre institution financière, vous avez probablement vu que justement ces taux-là, là, autre peut-être que le variable va venir s'ajuster en temps réel parce que, bien évidemment, les économistes font des prévisions puis tout ça, puis justement se basent sur les anticipations pour
aller ajuster le prêt pour pas que il y ait un débalancement au niveau des bilans bancaires, puis que finalement là, la banque puisse continuer de faire de l'argent, parce que ça reste quand même une entité qui veut aller chercher un profit pour subsister là, dans le temps. Donc, ils vont faire ça sur la base des anticipations. Les divergences de politique entre les différents pays vont se refléter immédiatement dans la divergence, puis les mouvements là, interdevises, donc des taux de change. Puis ça va affecter directement aussi les entreprises qui auraient peut-être des contrats, puis qui font affaire avec d'autres, finalement, d'autres entreprises dans d'autres pays, ou peut-être leur facture est libellée, par exemple, là, en euros ou d'autres devises là, à travers le monde. Mais c'est sûr que tous ces impacts-là vont venir affecter le profit peut-être qu'une entreprise pourrait faire si, exemple, elle vend un produit ou un service en Europe, reçoit la facture soit en euros ou achète en euros. Mais évidemment, là, ça va avoir une différence quand le contrat va être réalisé, puis quand l'entreprise va recevoir, puis payer ou justement là, recevoir l'argent en bout de compte. Donc, toutes des choses qui impactent là, finalement là, au quotidien les entreprises ou les personnes là, qui ont des prêts, qui ont des projets ou quoi que ce soit, par rapport aux décisions initiales de les différentes banques centrales dans le monde. Donc, si on prend par exemple le 2 ans, ça va vraiment inclure, par exemple, les SOFR 2026-2027. Donc, on prend par exemple un horizon de 2 ans. Bon, si on avait en 2025, puis jusqu'à 2026, les taux d'intérêt 2 ans vont refléter finalement la politique monétaire qui va se passer dans les 2 prochaines années. Donc, c'est un petit peu logique. Puis ça va également refléter là, le taux terminal. Donc, si, par exemple, la Banque centrale est dans une politique où ils sont en train de couper les taux d'intérêt, bien évidemment, on va voir dans les 2 prochaines années le taux terminal, donc le taux le plus bas. Puis après ça, ben, est-ce que, peut-être que ça va se stabiliser pendant un certain temps ou on va commencer à anticiper certaines hausses en vue d'une potentielle économie qui commence là, à grandir un petit peu plus rapidement. Donc ça, évidemment, ça reste à voir, puis ça va changer là, en temps réel aussi du côté des contrats, puis des taux 2 ans. Donc, c'est pas important à suivre. Puis, c'est justement le 2 ans qui va être le plus impacté suite aux données sur l'emploi. Donc, je pense au NFP, données sur le chômage. Donc, tout ce qui est là, des demandes de prestations pour le chômage. Puis du côté de l'inflation, bien évidemment, on a le CPI, le PC, puis le PPI. Donc, j'avais déjà parlé des différentes données là, dans une dernière présentation. Puis si justement, là, si vous êtes un petit peu plus actif ou vous voulez transiger les obligations, il faut faire attention avant de se positionner sur le 2 ans, parce que si vous allez voir un graphique, bien évidemment, si le CPI sort plus haut que prévu, puis qu'on voit une pression au niveau de l'inflation, ça pourrait faire monter là, quand même assez rapidement le 2 ans, puis au niveau des obligations, bien, ça chuterait là, de ce côté-là. Donc, sachant que les taux d'intérêt sont inversés par rapport aux obligations, donc c'est super important là, de faire le suivi, puis savoir quand justement là, les données sortent pour ne pas tomber du mauvais côté de la transaction là, trop rapidement. Puis ça peut aussi là, servir justement là, de point d'appui. Donc si par exemple on a un CPI qui est justement, on va dire, moins haut que prévu, là, les taux vont baisser. Si on s'attend par exemple que les CPI dans les prochaines fois augmentent, on pourrait prendre position, puis par exemple là, mettre son stop loss justement là, au niveau de cette journée-là. Parce qu'on sait que dans le futur, il n'y aura pas nécessairement là, si on veut avoir raison, le marché ne va pas justement l'anticiper là, un prix plus bas que ça ou plus haut selon là, la position qu'on vient prendre sur les obligations 2 ans.
Puis c'est le taux qu'on peut utiliser aussi là, pour justement là, transiger au niveau du FX, donc le différentiel entre par exemple le 2 ans aux États-Unis puis le 2 ans en Europe, pour s'appuyer puis construire là, peut-être une thèse par rapport là, à la fluctuation des taux de change. Puis finalement, ben, le taux 2 ans va affecter là, le crédit, donc le coût de financement à court terme, puis ça va avoir un impact là, direct sur aussi les consommateurs qui demandent des prêts personnels ou des prêts pour, par exemple, là, l'immobilier. À court terme, on a aussi évidemment, plus au niveau là, du marché, le 2 ans, donc le 2 peut-être à 5 ans qui va venir affecter les small caps, donc les plus petites capitalisations boursières. Pourquoi? Ben, principalement parce que ces entreprises-là ont finalement là, un cash flow qui est un petit peu plus concentré de 1 à 5 ans versus peut-être les large caps qui sont placés plus dans le 10 à 30 ans parce que c'est des entreprises qui sont un petit peu plus établies. Donc, si on pense à des plus petites entreprises, mais c'est sûr qu'au niveau de l'horizon, bon, ça ne veut pas dire que l'entreprise va toujours là, être en fonction dans 5, 10, 15, 30 ans versus une entreprise qui est déjà établie, par exemple, depuis 20, 30 ans, ben là, le taux d'actualisation sur lequel on va se baser va être plus élevé là, de ce côté-là. Donc, on va aller utiliser là, un petit peu plus le 10 ans versus les petites entreprises qui ont un ratio, si on veut, peut-être de survie un petit peu moins long. Ce qui va faire que le 2 ans à 5 ans va venir affecter un petit peu plus là, les small caps, puis ce qui va faire là, que les taux d'intérêt en général vont avoir une plus grande là, pression là, sur, par exemple, le Russell 2000. D'ailleurs, je peux monter ici, montrer. Si j'ajoute le Russell avec, par exemple, 2 ans. Donc, on voit ici donc, on a sur le graphique là, en chandelier le Russell. Donc, j'ai pris le contrôle, le future. Puis, en bleu, on a les taux d'intérêt 2 ans. Donc, on peut voir que quand les taux d'intérêt ici se mettent à monter rapidement, ben, on a une certaine pression là, qui se crée justement sur l'indice. Puis, bon, ici, on a une stabilisation. Évidemment, la situation ici était due au conflit au Moyen-Orient où justement le risque d'inflation à court terme était plus élevé. Donc, de là, le 2 ans, pourquoi le 2 ans a monté rapidement. Puis c'est un petit peu là, la même chose qu'on voit ici. Bon, évidemment, il faut regarder toujours les corrélations, mais quand ça commence à monter, puis ça ne ralentit pas nécessairement, ben là, on commence à voir la pression sur les indices. Puis quand justement bon, le taux redescend, bien évidemment, ça va diminuer la pression, puis les indices vont se stabiliser ou pouvoir repartir là, plus facilement à la hausse là, par la suite. Donc ça, c'est un petit exemple au niveau des taux à court terme. Sur les plus petites capitalisations, puis ça va être la même chose au niveau là, des large caps, donc le S&P 500, peut-être la Nasdaq au niveau là, du Mag 7 par exemple, les entreprises, là, comme je disais, qui sont un petit peu plus établies. Donc c'est pas important de suivre justement bon, les taux d'intérêt de 2 à 5 ans, puis justement là, le 10 ans de ce côté-là pour voir l'impact que ça peut avoir sur les différentes entreprises. Puis tout ça ici, là, ben, évidemment, c'est relié au cash flow, puis au discount rate, qui est le taux d'actualisation, qui va justement là, faire bouger ces valeurs-là boursières là, à travers le temps, qui va les faire augmenter un petit peu plus facilement ou mettre une pression à la baisse par rapport à ça. Donc maintenant, on a le centre de la courbe, qui est finalement, on va dire, la deuxième étape. Donc, on avait les taux à court terme qui étaient vraiment basés sur les décisions
ça dit un peu là, plus à court terme au niveau de la politique monétaire. Là, on se déplace vers le centre de la courbe, puis ça va vraiment là, être focalisé sur les anticipations d'inflation. Donc, ce qui se passe justement au niveau du centre de la courbe, c'est que bon, les décisions vont se faire à court terme. Par exemple, la Fed ou les banques centrales à travers le monde vont baisser les taux d'intérêt. Puis au niveau du centre de la courbe, ben, la courbe va bouger à la hausse ou à la baisse. Par exemple, si on a une augmentation des taux d'intérêt, ben, ça implique que ça va mettre une certaine pression sur les entreprises, les consommateurs, parce que ça va coûter plus cher d'emprunt. Bref, ça va mettre une pression là, au niveau de l'économie puis la consommation là, globalement. Ce qui va faire d'un côté, l'inflation anticipée va probablement commencer à baisser. Parce que si on relie l'inflation là, à la croissance, mais c'est sûr que les gens vont commencer peut-être à moins consommer. Puis là, ben, ça fait un effet boule de neige. Là, les gens consomment moins, empruntent moins, achètent moins de produits, de services, ce qui fait qu'au niveau des entreprises, on a moins de revenus. Puis les valuations boursières ben, vont baisser naturellement avec le revenu là, qui diminue. Puis d'un autre côté, on a, comme je disais tantôt, le taux d'actualisation global au niveau des entreprises. Donc le centre de la courbe, 5 et 10 ans. Si l'inflation commence à augmenter, puis les taux d'intérêt augmentent finalement, avec ça, ça va vouloir dire que le taux d'actualisation augmente, puis que justement les valuations boursières vont probablement là, commencer à baisser selon justement le niveau d'augmentation des taux d'intérêt. Parce que c'est pas nécessairement là, dans le fond, si les taux d'intérêt commencent à monter un petit peu plus rapidement, ça veut pas dire nécessairement que les actions vont chuter là, tout d'un coup. Parce que les taux d'intérêt représentent aussi la croissance. Donc, c'est pas juste par rapport au risque, si on veut, là, d'inflation. Ça représente aussi la croissance. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, ben, ça pourrait justement être en anticipation où la croissance commence à augmenter. Puis, de ce côté-là, ben, c'est naturellement le bon pour l'économie parce que les entreprises, finalement, là, démarrent des nouveaux projets, bon, payent leurs employés qui peuvent aller dépenser là, dans l'économie, puis les valeurs boursières augmentent de ce côté-là de façon globale. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que tout va se mettre à chuter parce que les taux d'intérêt à moyen terme, puis peut-être à long terme, augmentent. Par contre, si on se déplace à court terme, ben là, si justement là, on commence à anticiper des hausses de taux, par exemple, de la part de la Réserve fédérale américaine, ben là, ça va peut-être commencer, là, justement, tranquillement, là, à peser sur les indices boursiers, puis faire baisser tranquillement la croissance, là, en prévision, justement, de ces hausses de taux-là pour ralentir peut-être là, le risque là, d'inflation, comme on avait vu là, en fin 2021-2022. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, ben, c'est important de toujours se poser la question à savoir qu'est-ce qui fait bouger le taux nominal. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, là, le taux nominal comprend évidemment le taux réel puis l'inflation anticipée, parce que bon, au niveau du taux réel, c'est le taux nominal moins l'inflation anticipée qui nous donne le taux réel, donc un taux d'où justement là, on a soustrait l'aspect d'inflation. Puis pour justement là, pouvoir suivre ça ici, on peut faire par exemple ce type d'indicateur-là qui nous dit, bon, par rapport à la situation, là, je vais faire le tour rapidement. Si on se ramène au mois de mars, donc si j'ai les taux, donc une attribution par rapport au taux 10 ans, donc c'est pas important, là, c'est pas les taux à court terme, c'est au niveau du taux 10 ans. Donc on avait vu avec la situation au Moyen-Orient, bon, les taux de ce côté-là, nominal, avaient commencé à augmenter.
Par contre, on a vu à partir de donc du 19 mars ici. Je vais juste... Ouais, donc ici, si on voit ici du 19 mars, en orange, on a à quel point les taux d'intérêt sont affectés par la portion d'inflation. Donc ici, puis en bleu, on a par rapport au taux réel, qui donne finalement le taux nominal dans l'équation par rapport au taux réel. Donc, on avait vu que c'était pas finalement l'inflation nécessairement, le risque d'inflation qui faisait augmenter les taux à un petit peu plus long terme, puis que ça avait resté justement à court terme. D'où le fait par rapport à la Fed qui justement veut attendre que cette inflation-là se reflète dans l'économie. Puis c'est un petit peu ça qui se passe actuellement. Sans aller dans des niveaux extrêmes, ben là, on voit justement que l'inflation commence à s'intégrer dans le système par rapport à ici, où on était plus basé sur le court terme. Bon, malheureusement, je n'ai pas les taux réels à court terme. Mais on aurait pu voir que le niveau, par exemple, ici en orange, par rapport à l'inflation, était beaucoup plus haut finalement que le niveau bleu, qui est finalement relié un petit peu plus du côté de la croissance. Fait que le choc initial ici, qu'on a vu se stabiliser, vient par la suite, présentement, remonter tranquillement. Puis on est toujours là en attente de voir. On a eu certaines données dans les dernières semaines au niveau du corps qui, justement, exclut l'énergie puis l'alimentation, les deux composantes qui affectent le plus au niveau de l'inflation. On est toujours en attente de voir si ça va vraiment se refléter. Puis c'est un petit peu pour ça qu'on reste ici dans un range, puis qu'on n'a pas nécessairement fait un nouveau, si on veut, un nouveau sommet depuis, si je ne me trompe pas, c'était le dernier CPI, donc par rapport aux données qu'on avait eues à la fin avril, début mai, au niveau des données économiques. Puis on voit que c'est encore ici au niveau de un petit peu plus du taux réel qui fait augmenter le taux nominal versus l'inflation qui finalement se stabilise à moyen terme sur la courbe d'intérêt. Donc, c'est super important de mapper ces deux fonctions-là pour savoir qu'est-ce qui réellement fait justement augmenter les taux d'intérêt, puis savoir, puis être capable de décortiquer qu'est-ce qui finalement se passe dans l'économie, puis si justement cette augmentation des taux d'intérêt-là va vraiment mettre une pression sur les indices ou le marché va être capable de digérer l'augmentation des taux d'intérêt, puis peut-être que les taux d'intérêt réels finalement sur une base réelle, vont rester quand même dans un range un petit peu plus similaire. Parce que si je regarde au niveau des taux d'intérêt réels, donc on a ici, donc on peut voir que ça commence à augmenter tranquillement depuis la semaine passée, puis on est venu dépasser le taux d'intérêt réel sur le 10 ans puis le 5 ans par rapport au sommet qu'on avait eu à la fin du mois de mars, où la pression par rapport au conflit était à son comble. Donc on vient tranquillement augmenter. Reste à voir si ça va perdurer ou on va venir se stabiliser puis commencer à rebaisser tranquillement. Un peu comme on avait vu, peut-être par rapport au tarif au mois d'avril 2025, puis par la suite on avait redescendu tranquillement, puis le marché avait continué d'augmenter. Donc ça reste à voir, mais ça nous montre que l'inflation commence tranquillement à s'intégrer. Reste à voir justement à quel point ça va se répercuter sur la chaîne d'approvisionnement par rapport aux coûts puis aux augmentations des prix de l'énergie. Si je reviens à la présentation, on peut aussi, évidemment, comme j'ai dit au départ, la présentation, tous les aspects, si on les prend de façon isolée, ça ne veut pas nécessairement rien dire. Donc, si les taux montent, comme je viens de dire, ça ne veut pas dire que le marché va nécessairement s'effondrer tout de suite.
ou du moins commencer à baisser. Et puis c'est important justement de faire les différences puis de regarder qu'est-ce qui se passe, justement, comment que l'inflation commence à s'intégrer dans le système. Parce que si je regarde ici, puis je reviens, puis par exemple, je prends la différence entre le 5 ans puis le 2 ans. Je vais juste enlever ça ici. Ouais. Donc ici, on a le spread, donc l'écart entre le taux 5 ans puis le taux 2 ans. Comme je vous avais dit là, initialement, au niveau du conflit au Moyen-Orient, on avait eu une augmentation finalement du taux 2 ans, puis de l'inflation prévue à court terme, ce qui a fait monter le taux nominal 2 ans. Par contre, à moyen, puis un petit peu plus long terme, il n'y avait pas eu de mouvement majeur. Bon, évidemment, ça avait, si on part ici, ça avait baissé un petit peu ici, mais vous voyez qu'on était resté dans le même, donc dans le même range un petit peu ici. Puis on vient tout juste, donc vendredi dernier, le 15 mai, de briser un petit peu ce range-là dans lequel on se trouvait depuis justement le début du conflit qui se trouve ici. Donc on restait dans ce channel-là pendant pratiquement 2 mois et demi. Puis là, on vient de briser à la hausse avec les taux d'intérêt. Puis si on regarde ici par rapport au contrat SOFR qui viennent de toucher les bas qu'on avait touchés à la fin mars, quand on anticipait finalement le pire par rapport au conflit au Moyen-Orient. Donc on retourne tranquillement de côté pendant que les données du moins commencent à nous confirmer que l'inflation s'intègre dans le système. Fait que ça, c'est un exemple. Par exemple, un investisseur qui aurait suivi ce spread-là entre le 2 ans puis le 5 ans, mais aurait compris que l'inflation c'était pas nécessairement reflété là aussi dans le taux d'intérêt 5 ans là, aussi rapidement que c'était le cas là, à court terme. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres que je vais aussi les présenter un petit peu plus à la fin. Mais vous voyez là, finalement, la relation puis la dépendance entre les différents écarts puis comment on pourrait là, par exemple les interpréter pour aller se positionner sur le marché. Puis dans donné que l'inflation ne s'est pas répercutée tout de suite justement là, sur le système un petit peu plus à moyen terme, ben, c'était justement là, peut-être le temps là, d'aller se positionner sur les indices. Puis bon, évidemment, on a vu là, l'augmentation rapide à partir du mois d'avril au niveau des indices pour aller toucher des nouveaux sommets. Mais tout ça pour dire que c'est un exemple par rapport aux écarts qu'on peut utiliser pour se baser puis interpréter les mouvements dans la courbe de taux d'intérêt. Puis vous allez voir que au niveau des écarts, des spreads, c'est surtout là, le 10 puis le 2 ans qui est utilisé par les investisseurs qui représente finalement là, le court terme, puis un hybride entre le long terme puis le moyen terme. Puis évidemment, ben, je pense que je l'avais un petit peu plus loin. Ouais. D'ailleurs, je vais le présenter tout de suite. Ça va être un petit peu plus simple. Donc, on a ça ici qui est finalement là, bon, quand que l'inversion se fait où les taux d'intérêt de 10 ans sont plus bas que les 2 ans. Ça pourrait être un signal, dans le fond, là, d'une potentielle récession. Donc, on garde à l'idée là, que c'est des anticipations. Donc, ça ne veut pas dire que si la courbe s'inverse, que nécessairement, là, on va tomber dans une récession. On l'a vu d'ailleurs dans les dernières années où la majorité là, des investisseurs anticipaient puis prévoyaient qu'on allait entrer dans une récession là, même là, majeure, puis ça ne s'est pas nécessairement matérialisé. Mais ça reste que c'est une anticipation, puis il faut garder là, ça là, en arrière-pensée. Puis évidemment, on a la repentification qui peut
venir en anticipation là, d'un assouplissement ou peut-être là, d'une perte de contrôle si on regarde là, le côté long de la courbe. Qui d'ailleurs, je vais présenter là, avant de continuer parce que ça va être un petit peu plus simple pour suivre puis comprendre là, la suite par rapport à la courbe de taux d'intérêt. Puis je rappelle que si jamais là, vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires ou faire pause sur la vidéo, reculer, la réécouter. Je sais que des fois, là, je parle quand même assez rapidement, puis il y a beaucoup de concepts à comprendre, puis des concepts différents là, par rapport au taux d'intérêt, puis au reste du marché. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez également là, m'écrire sur mon Substack là, en privé, puis ça va me faire plaisir là, de discuter. Puis également, si vous avez vu des choses qui ne sont pas nécessairement là, correctes ou quoi que ce soit, vous pouvez également là, m'écrire, puis on va pouvoir en débattre ou quoi que ce soit. Là, ça va me faire également là, plaisir. Donc, si on retourne au taux nominal, on a évidemment le taux réel qui représente un petit peu la croissance qui est anticipée dans le marché. L'inflation anticipée, j'ai pas besoin, je pense, de vous faire un autre résumé. Vous savez un petit peu là, à quoi ça sert, qui est relié au break-even. Puis la prime de terme. Au niveau de la prime de terme, ici, c'est vraiment là par rapport à l'incertitude. Donc, c'est une prime qui est engagée par, on va dire, les prêteurs, si on regarde au niveau obligataire, qui est relié directement au fait où, justement, un investisseur, c'est pas nécessairement ce qui va se passer dans le futur. Est-ce qu'on va avoir une croissance énorme au niveau économique qui va faire changer de côté la politique monétaire ou vice-versa? Donc, les investisseurs qui investissent pour 10, 20, même peut-être 30 ans n'ont pas de boule de cristal, donc ils vont demander une prime, justement, de terme, puis ça va être intégré dans le taux d'intérêt qui va être présent, évidemment, de plus en plus qu'on se déplace le long de la courbe vers le long terme. Puis un point aussi que je voulais là, parler qui va concrètement là, avoir un impact, par exemple, sur le marché immobilier, c'est que si on prend la situation où, par exemple, les taux réels augmentent, donc puis finalement là, les taux nominaux. Donc les taux augmentent, puis les salaires stagnent. Donc si les taux augmentent, puis l'inflation augmente, puis les salaires viennent à augmenter, bien, ça va avoir là, beaucoup moins d'impact que si justement les taux augmentent, puis les salaires, donc au niveau peut-être de l'inflation, par rapport aux salaires, suivent pas. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez simple. Si les taux d'intérêt augmentent, les institutions financières vont charger un petit peu plus finalement là, aux personnes qui contractent des prêts. Puis pour se qualifier, justement, ça va être un petit peu plus compliqué. Puis si les salaires justement ne suivent pas, les prix par rapport au marché continuent d'augmenter. Donc les prêts là, augmentent relativement à ça. Les gens, c'est sûr que si le salaire ne suit pas, ça va venir les affecter là, assez massivement puis rapidement parce que il va y avoir de moins en moins de personnes qui vont être en mesure de se qualifier pour un certain range de prix, par exemple, au niveau immobilier. Puis ça va justement se répercuter sur le prix puis les actifs immobiliers parce que si on a moins d'acheteurs, c'est sûr que peut-être que l'offre va rester la même ou si l'offre était en augmentation, ça va faire que les prix vont peut-être justement ralentir, se stabiliser versus à ce qu'on a vu là, dans les dernières années où le prix continue d'augmenter parce que les conditions financières se sont adaptées. Donc les salaires ont nécessairement suivi. Surtout là, 2021-2022, les salaires ont continué quand même d'augmenter, puis n'ont pas nécessairement là, stagné. Par contre, si les salaires auraient stagné, puis les taux d'intérêt auraient augmenté, on aurait vu là, une toute autre dynamique là, par rapport au marché immobilier.
de ce côté-là, puis probablement que les prix se seraient là, stabilisés plus rapidement ou commencer à diminuer là, tranquillement, sans nécessairement là, qu'on ait là, un crash là, comme nécessairement en 2008. Mais bref, vous comprenez le principe. Si jamais les taux commencent à monter, puis les salaires ne suivent pas nécessairement, c'est là que ça va avoir la majeure impact là, sur le marché immobilier. Donc, c'est super important de suivre les taux réels, l'inflation, puis tout ce qui entoure là, ces variables-là, justement, là, puis être capable de les décortiquer pour savoir s'ils vont impacter là, les différents marchés financiers là, qu'on peut transiger ou qu'on peut acheter ou contracter là, des prêts là, de ce côté-là. Donc, je vais continuer par rapport à l'immobilier puis les taux réels. Donc, au niveau, par exemple, d'un taux fixe 5 ans, là, bon, si on prend au Canada, je ne veux pas nécessairement m'avancer sur le fonctionnement bon, aux États-Unis parce que je ne comprends pas nécessairement là, totalement. Mais par exemple, au Canada, ben, c'est sûr que c'est basé sur des obligations à moyen terme, par exemple un taux fixe, plus la prime qu'on va contracter auprès de l'institution financière pour que bon, l'institution puisse faire un certain profit par rapport peut-être là, au taux à laquelle là, elle va emprunter. Puis c'est un petit peu là, ben finalement, c'est un petit peu comme ça que, si on veut, comme j'en ai déjà parlé dans le passé, l'argent est créé, donc la banque va créer un prêt pour le consommateur qui va pouvoir aller acheter un bien, par exemple sur le marché immobilier, ou si c'est un prêt là, plus personnel, peut-être une voiture ou quoi que ce soit, qui va recirculer finalement dans l'économie. Puis ça va créer là, de la liquidité. Les entreprises vont pouvoir vendre un petit peu plus, il va y avoir plus de consommation, puis les profits vont augmenter à court terme. Ce qui va faire que le système puis la liquidité là, globale là, va être abondante là, pendant cette période-là. Donc, super important justement de suivre, encore une fois, les obligations puis les taux d'intérêt à moyen terme parce que ça va venir impacter de ce côté-là les taux réels qui peuvent monter ou baisser. Puis comme je parlais tantôt, ben c'est sûr que ça va venir jouer là du côté des salaires si jamais on a une augmentation ou non par rapport au marché immobilier. Puis la facilité là, du crédit qui peut continuer quand même là, de faire augmenter les prix des immeubles, là, des maisons, qui avaient d'ailleurs explosé là, en 2021, là, 2022, suite justement à l'augmentation de la liquidité, puis du fait que les taux réels étaient dans le négatif. Donc, les institutions bancaires prêtaient là, assez facilement là, aux gens qui voulaient emprunter là, pour aller finalement là, investir ou consommer ou acheter leur demeure là, sur le marché. Donc maintenant, pour terminer, on a le bout long de la courbe. Donc, c'est vraiment la dernière étape. Puis de ce côté-là, comme je disais là, au départ, c'est vraiment là, le côté qui va pricer la crédibilité fiscale, la situation, bon, au démographique, puis vraiment la situation, là, par exemple, d'un État à plus long terme. Puis l'inflation sur une base, là, évidemment, plus long terme, sur le 20 ans. Parce que bon, si on prendrait des anticipations d'inflation sur 20 ans, ça va être la moyenne sur ces 20 années-là, qui est habituellement, évidemment, autour de 2%, puisque c'est la cible, par exemple, aux États-Unis, de la part de la Banque centrale américaine. Puis le taux, donc de 20 à 30 ans, qui est considéré long terme, va venir affecter, évidemment, les pensions qui investissent à plus long terme, au niveau des primes d'assurance vie, des versements, par exemple, des rentes qui peuvent être créées pour la retraite, où une personne va prendre sa retraite justement pendant cette période-là habituellement. Donc, si on prend notre retraite à 65 ans, on va avoir habituellement une rente qui va être versée là, jusqu'à la fin de nos jours, donc autour d'entre 20 et 30 ans habituellement, selon l'espérance de vie
bien évidemment, ça va aussi servir, évidemment, de financement pour les infrastructures, puis au niveau de la contraction là, des dettes au niveau fiscal, puis justement des politiques là, fiscales qui se font sur un horizon là, justement là, un petit peu plus lointain que si on regardait là, à court terme. Donc l'impact, si on veut, dans la vie réelle, on a au niveau des pensions, donc le 30 ans, qui peut être utilisé comme un taux d'actualisation, puis qui va avoir un impact justement là, par rapport, si le fonds de pension est plus rentable ou moins rentable selon les fluctuations, donc par rapport à la capitalisation là, justement du fonds de pension. Comme je disais, on a aussi les assurances-vie qui sont habituellement là, contractées sur de nombreuses années, qui peuvent être basées sur justement les obligations longues, les actuaires qui font les calculs par rapport à ça à long terme pour que, encore une fois, c'est un petit peu le même principe qu'au niveau des institutions financières, que la compagnie d'assurance puisse perdurer dans le temps puis dégager un certain profit tout en couvrant là, ses clients à travers le temps au niveau des primes là, qui sont versées au décès, l'infrastructure, puis la crédibilité fiscale qui va finalement là, s'en suivre, là, relié. Bon, ça on peut regarder là, le taux, le spread, là, 10-30 ans, qui vient capturer justement cette crédibilité-là. Puisqu'à 10 ans, on est plus basé là, sur les anticipations d'inflation, puis le 30 ans, un petit peu plus au niveau de la crédibilité fiscale. Donc, un autre exemple par rapport au spread là, qui pourrait être utilisé pour capturer là, pourquoi justement là, les taux d'intérêt, là, on voit des écarts là, le long de la courbe de rendement. Puis ça peut aussi, c'est sûr, comme je disais, exemple, se quantifier à long terme. Parce que, je donne un exemple, dans les pays peut-être un petit peu moins développés, où il y a un petit peu plus d'inflation, puis on voit là, même dans certains pays, je pense au Venezuela, l'hyperinflation, où les prix là, augmentent, là, je pense, plus que 20% là, par année. Donc, ça vient justement là, se pricer dans la courbe à long terme, parce que c'est des situations où on voit justement là, du côté fiscal que ça perdure dans le temps, donc il n'y a pas nécessairement de solution, puis les taux d'intérêt vont refléter ce risque-là là, à long terme, parce que les investisseurs ne veulent pas justement là, investir à des taux plus bas quand que le risque est plus grand. Ça revient à la relation là, risque-rendement. Puis je reviens finalement là, aux différents signaux qui peuvent être utilisés. Donc, on a l'inflation structurelle, donc qui s'écarterait là, du moyen terme vers un petit peu plus le long terme, qui viendrait dépasser là, le court terme. On a ici, là, si finalement là, la différence entre le 30 puis le 5 ans s'écarte tranquillement, ça veut dire qu'on a une certaine perte là, de crédibilité fiscale, comme je viens de mentionner là, dans la slide là, précédente. On a le 2 à 5 ans, l'exemple là, que j'ai montré là, tout à l'heure. Donc, si ça vient se comprimer, ça peut justement là, considérer finalement là, des conditions un petit peu plus restrictives pendant un petit peu plus longtemps. Donc, de là à ce qu'on a regardé là, tout à l'heure. Au niveau des anticipations de la Fed, ou justement par rapport au choc du marché, du prix là, de l'énergie, on voit que peut-être l'inflation commence à se répercuter là, dans la chaîne d'approvisionnement puis dans l'économie là, en général. Autre le fait là, que ça avait déjà augmenté par rapport à l'énergie. Donc on a le 2 à
30, finalement, là, c'est vraiment là, l'écart le plus, le plus haut, donc le plus court terme, puis le plus long terme, qui est une version amplifiée là, de la courbe qu'on utilise habituellement, qui est du 2 à 10 ans. Puis on a là, comme j'ai mentionné là, précédemment, au niveau du risque fiscal qui peut être capté là, par rapport à l'écart entre le 10 puis le 30 ans. Donc ça, c'est un exemple. Là, si jamais finalement le risque au niveau fiscal commençait à augmenter, ben, on aurait finalement ce qu'on appelle un bear steepener où la courbe se pentifie, puis les taux d'intérêt à long terme vont augmenter, ce qui signale finalement là, un petit doute, puis peut-être là, une perte de confiance du côté de la Fed là, par rapport à la politique monétaire, soit parce qu'ils ont peut-être fait une pause quand ce n'était pas nécessairement le temps, ou ils ont commencé à augmenter ou baisser les taux trop rapidement ou pas assez rapidement. Ça va être d'ailleurs là, un aspect qui va être important à considérer. Si je reprends ici, je retourne à la différentes courbes de taux d'intérêt. Donc ici, j'ai les régimes là, que j'avais déjà présentés. Puis on voit que, bon, ici, on avait un bear flattener qui n'était pas nécessairement là, qui n'avait pas nécessairement un grand impact sur le marché, mais là, on commence à avoir un steepener. Fait que c'est pour ça que le marché là, commence à avoir une petite pression parce que ça vient finalement là, en relation où l'inflation s'intègre un petit peu plus que prévu là, dans le système. Puis, bon, il reste à voir ce que la Fed va décider de faire. Mais là, avec l'arrivée là, du nouveau chairman, donc Kevin Warsh, qui va débuter justement, là, si je ne me trompe pas, vendredi. Il va falloir vraiment là, garder un œil là-dessus parce que si justement, bon, il décidait, c'est sûr qu'il n'est pas tout seul encore là, pour prendre les décisions. Mais s'il décidait de faire une réforme un petit peu plus majeure à la Fed, puis le marché obligataire commençait justement là, à anticiper une perte de confiance par rapport à ça, ben, on pourrait voir là, le bear steepener commencer, là, continuer finalement là, à augmenter, puis à augmenter justement cet écart là, dans la courbe de taux d'intérêt, où le 10 ans, ben, évidemment, là, commencerait à augmenter beaucoup plus que le taux à court terme, ou peut-être justement que Warsh veut continuer là, d'ailleurs à baisser les taux d'intérêt, puis changer là, le concept à ce niveau-là par rapport aux calculs qui sont faits là, sur l'inflation pour éviter là, bon, les erreurs entre guillemets que Powell aurait fait dans les dernières années puis qui aurait causé là, le cycle inflationniste là, en 2021-2022. Donc, super important de toujours suivre, encore une fois, les différents régimes de courbes de taux d'intérêt avec les accords qu'on a ici, là, ici, entre le 10 et le 2 ans. Puis ici, ben, on aurait finalement un autre scénario où la Fed là, coupe les taux d'intérêt qui vient naturellement stimuler l'économie, puis où le taux à long terme n'augmenterait pas là, nécessairement là, drastiquement. Bien sûr, ça viendrait augmenter un petit peu parce qu'une baisse de taux à court terme vient naturellement là, remonter la courbe un petit peu plus à long terme en anticipation à une croissance là, plus saine pour la suite. Donc pour finir, bon, on a passé là, vraiment par toutes les étapes de la courbe de taux d'intérêt. Il y avait quand même beaucoup de choses. Comme je disais, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à les laisser en commentaire. Donc on a vu que le court terme, c'est vraiment la pierre angulaire là, du reste de la courbe de taux d'intérêt parce que c'est ça qui va impacter le reste de la courbe. Puis c'est la seule chose sur laquelle finalement les banques centrales ont un contrôle. Certaines banques décident de contrôler là, le reste de la courbe, mais je ne rentrerai pas nécessairement là-dedans là, quand je pense à ce que le Japon a fait dans les dernières années. Ce sera un sujet là, pour une prochaine fois parce que c'est un petit peu plus là, complexe. Puis ça se reflète là, finalement là, ailleurs là, au niveau des devises. Mais bref, à retenir que le court terme, c'est selon moi le plus important. Puis après ça, ben, c'est de lire le reste
de la courbe pour comprendre qu'est-ce que le court terme a créé finalement comme régime pour la suite, puis pour savoir justement là, dans quel type d'actifs investir, puis savoir dans quel régime on se trouve pour pas, encore une fois, se retrouver là, du mauvais côté du trade ou bien de juste justement comprendre où est-ce qu'on s'en va si jamais vous avez des prêts à renouveler, à contracter ou vous voulez simplement, là, ça vous intéresse d'avoir une idée de vers où l'économie s'en va à court, moyen puis plus long terme. Donc, je rappelle que la courbe, donc c'est public. Moi, je l'assure principalement là, sur TradingView, mais n'importe qui peut y avoir accès. Puis, elle va toujours rentrer en contact là, avec, comme j'ai dit au début de la présentation, chaque personne qui détient des dollars, puis qui rentre en contact là, avec le système financier là, moderne qu'on connaît aujourd'hui. Puis, c'est pas parce que, justement, vous n'avez pas des investissements puis que vous n'êtes pas actif à ce moment-là que ça ne vous impacte pas parce que ça comprend justement l'inflation puis la valeur là, de vos dollars à long terme. Donc, si l'inflation augmente assez rapidement, ben même si vous gardez l'argent que vous détenez dans un compte épargne ou un compte courant, ben ça va venir vous affecter parce que la valeur va s'effriter tranquillement. Puis, en connaissant les différents cycles, les différents régimes, puis en suivant un petit peu là, l'actualité, puis les mouvements dans la courbe de taux d'intérêt, ben, ça peut grandement vous aider là, à prendre des meilleures décisions pour l'avenir. Puis c'est ça mon objectif là, dans les présentations là, que je fais, c'est vraiment d'intégrer puis de bridge un petit peu là, le gap entre les notions là, au niveau des taux d'intérêt pour que la plus grande majorité puisse en bénéficier là, en bout de compte. Puis j'aimerais ça finalement là, continuer à créer ça pour la suite. Puis toujours augmenter la valeur là, de mes présentations. Même si, bon, parfois, ça peut être un petit peu nébuleux là, pour les personnes qui débutent ou qui n'ont pas nécessairement là, de notions financières. Je reste toujours disponible là, si jamais vous avez des questions, que vous soyez débutant, intermédiaire ou même peut-être avancé en institution. Ça va toujours me faire plaisir de parler avec vous. Donc, sur ce, je vais représenter, c'est sûr, dans des prochaines présentations, là, certains concepts. Puis on va continuer à avoir un œil sur les différentes courbes de taux à travers le monde pour rester du bon côté là, du régime macroéconomique.